Bien, chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve maintenant pour la séance 3, qui sera consacrée à la 15e explication de texte de l'année, à l'avant-dernière, et à la deuxième explication de texte consacrée à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, pièce essentiellement tragique publiée en 1990, qui raconte l'histoire d'un personnage, Louis, qui a bientôt 34 ans et qui se sait condamné. Condamné à mourir l'année d'après, je cite ici le prologue que nous avons étudié la dernière fois, d'une mort inconnue, d'une mort mystérieuse, mais d'une mort qui, quoi qu'il arrive, le rattrapera. Alors, lors de la dernière explication de texte, on avait vu que Louis, pour rester maître de son destin, il avait pour objectif, pour ambition de retourner chez lui, de renouer pardonnez-moi, contact avec les membres de sa famille qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, très longtemps. Les membres de sa famille qui sont donc Antoine, son petit frère, Catherine, la femme d'Antoine, Suzanne, sa petite sœur, et la mère. Mère qui n'a pas de nom, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit dans la précédente explication de texte, même si sur le document, vous trouverez une analyse justement de cette absence de nom, et qui du coup fait d'elle une sorte de mère un peu archétypale. Alors, dans la première partie de la pièce, on assiste du coup à l'arrivée de Louis, qui est assez complexe, qui va réveiller beaucoup de rancœur, d'animosité, de ressentiment. On ne comprend pas pourquoi il est parti. On ne comprend pas non plus pourquoi il revient soudainement. Et on mesure à quel point on est devenus des étrangers les uns aux autres. Pour le moment, Louis n'a encore rien dit. Cet extrait qui va nous intéresser là se situe dans la deuxième partie de la pièce de théâtre. La pièce de théâtre qui est constituée d'un prologue, d'une première partie, d'un intermède, d'une deuxième partie et d'un épilogue. Le prologue, on l'a déjà étudié ensemble. La première partie, je vous l'ai racontée. Enfin, je vous l'ai rapidement décrite. Hein. C'est vraiment l'arrivée de Louis dans la famille et la manière dont il va dialoguer avec chaque membre de la famille en essayant de créer un lien, mais à chaque fois, ça va échouer. À chaque fois, ça va marcher. Et à chaque fois qu'il va vouloir parler, dire ce qu'il a sur le cœur, dire ce pourquoi il est venu, il va se prendre des reproches. Tant et si bien que Louis, celui qui était venu pour parler, est celui qui, jusqu'à présent, n'a pas eu l'occasion de parler. Entre la partie 1 et la partie 2, il y a ce qu'on appelle un intermède. Alors, l'intermède, je vous laisserai regarder la séance 5, dans laquelle je vous résume la pièce et je vous décris notamment ce qu'est un intermède, mais je peux déjà le faire ici. Un intermède, c'est une sorte de transition dans une pièce de théâtre. C'est un moment, une petite parenthèse dans la pièce de théâtre qui est censée changer un peu de thème, changer voire parfois un peu de lieu et créer une petite pause. Cet intermède, dans Juste la fin du monde, est quand même très mystérieux. On a l'impression que la maison familiale, dans laquelle se passe Juste la fin du monde, est une sorte de labyrinthe très onirique, c'est-à-dire semblable à un rêve. On a vraiment l'impression d'assister à un rêve, en fait. Et tous les personnages se cherchent les uns les autres dans cet immense labyrinthe et tentent de se parler. Dans la deuxième partie, Louis prend conscience que c'est le moment de parler. Le repas familial a lieu, il se dit c'est le moment, et puis, au gré des circonstances, et alors que la tension monte, parce qu'il s'en rend bien compte qu'il n'est pas si bien accueilli que ça. Sa mère lui fait des reproches, sa petite sœur lui fait des reproches, et puis surtout, s'il y en a un qui lui fait beaucoup de reproches, c'est son petit frère, Antoine. Antoine fait preuve d'une colère très forte, très marquée et irrépressible tout au long de la pièce. Et cette colère, elle ne cesse pas de monter. Alors, tout oppose les deux personnages. Vous avez à l'écran une image issue du film dont je vous ai parlé la précédente fois, c'est-à-dire l'adaptation filmique de Juste la fin du monde par Xavier Dolan. C'est précisément une image issue de la scène qu'on va étudier. Vous voyez qu'ici, on a un point qui est tendu vers un visage. Au premier plan, de dos, on voit Antoine, qui dans le film est joué par Vincent Cassel.
Antoine qui est sur le point de casser la figure à son grand frère, Louis, qu'on voit au second plan, qui est un peu, vous voyez, passif, résolu, ce qu'on avait déjà mis en valeur dans l'étude du prologue. Louis, qui est d'ailleurs joué dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan par Gaspard Ulliel, dont vous avez certainement entendu parler. C'est un acteur très connu qui est mort il y a quelques mois d'une façon absolument tragique, cueilli dans la fleur de l'âge. Donc, c'est pas inintéressant aussi, parce que c'est un destin tragique qu'a connu cet acteur. Enfin, pas tragique d'ailleurs, assez absurde plutôt. Ça rajoute maintenant au caractère dramatique du film. Tout oppose les deux personnages, disais-je. Louis, c'est le grand frère. C'est celui qui a voulu tout de suite s'émanciper de sa famille. Cette famille, elle vit dans une campagne pauvre, éloignée de tout, où, en somme, il n'y a pas beaucoup d'occasions de s'en sortir. C'est une campagne plutôt triste, plutôt pauvre, inintéressante, il ne se passe rien. Et Louis, tout de suite, il a voulu s'échapper de ça. Louis, il est intellectuel, il est écrivain, il est grand voyageur aussi. Il a voyagé à travers le monde. C'est un homme, par ailleurs, qui connaît très bien Paris. À l'inverse, Antoine, Antoine, il n'a jamais bougé. Antoine, il a dû remplacer le vide que Louis a laissé. Vide d'autant plus sensible que le père avait déjà disparu. Antoine, il a été, lui qui est le petit frère, conduit à, au fond, adopter le rôle et le costume du grand frère, voire peut-être du père. Antoine, il n'est pas du tout intellectuel. C'est un homme manuel, c'est un ouvrier. Antoine, il n'a jamais quitté sa campagne, il n'a jamais quitté cette petite bourgade dans laquelle la famille vit depuis toujours. Antoine, il est père de famille. Antoine, il est donc responsable, il a des responsabilités. Ce que n'a pas Louis. Louis, il est complètement détaché de tout, il est très libre. Antoine, il est aussi, et pour terminer, prisonnier de cet univers plutôt sordide. Il n'a jamais pu voyager, il a des responsabilités, il est ouvrier, il n'a pas toute cette liberté dont Louis a profité. Et quand il voit Louis revenir, il veut lui faire payer. Il veut lui faire payer toutes ces années d'absence. Toutes ces années d'absence durant lesquelles Antoine n'a rien pu dire, pendant que Louis profitait du monde et de la vie. C'est tout au moins le point de vue d'Antoine. Dans cette partie 2, disais-je, Louis veut donc annoncer sa mort, mais il se rend bien compte que le moment ne vient jamais. Et il décide finalement, durant le repas de famille, de dire « je dois y aller, je dois m'en aller ». Personne ne comprend pourquoi il doit partir. Et ça, Antoine, ça le rend fou. Ça le rendait fou déjà de savoir que Louis débarquait comme ça, sans prévenir, ou presque, pour parler de tout et de rien. Ça le rendait fou de savoir que Louis débarquait au fond pour pas grand-chose, comme ça. Mais ça le rend encore plus fou de voir que Louis décampe aussitôt, sans prévenir, sans raison apparente. Louis qui était venu pour parler, Louis qui était venu pour annoncer sa mort, il est sur le point de repartir sans avoir rien dit. Mais alors qu'il est sur le point de partir, un conflit éclate entre les deux frères. Alors, je vais donc vous lire l'extrait qui va nous occuper. L'extrait qui va nous occuper, il est là. Hop là. C'est un dialogue entre 3 personnages. Antoine et Louis, donc Louis, le personnage principal, Antoine, le petit frère, et Catherine, qui est la femme d'Antoine. Catherine, c'est une femme plutôt soumise. Antoine, c'est quelqu'un de très violent. Quelqu'un d'impulsif, de colérique. Catherine, elle est plutôt soumise vis-à-vis à l'égard d'Antoine. Elle n'ose jamais s'affirmer, elle n'ose jamais dire les choses, elle essaie toujours d'apaiser, de calmer tout le monde. Ici, on assiste, disais-je, au conflit entre Antoine et Louis, que Catherine va essayer de désamorcer. Louis a dit « je dois y aller », Antoine pète un câble et lui dit « mais tu sais quoi, allez c'est bon, tire-toi, puis tu sais quoi, je vais t'amener à l'aéroport, voilà, comme ça ira ». Et Louis dit « non, non, c'est pas la peine, ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé un taxi et j'y vais maintenant, au revoir ». On va donc lire cet extrait. Catherine. Elle ne te dit rien de mal. Elle s'adresse ici à Antoine. Tu es un peu brutal.
On ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu es un peu brutal. Elle voulait juste te faire remarquer. Antoine, je suis un peu brutal? Et pourquoi tu dis ça? Non, je ne suis pas brutal. Vous êtes terribles tous avec moi. Louis, non, il n'a pas été brutal. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Antoine, oh, toi ça va, la bonté même. Catherine, Antoine, Antoine, je n'ai rien, ne me touche pas. Faites comme vous voulez. Je voulais rien de mal. Je ne voulais rien faire de mal. Il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semblait bien. Ce que je voulais juste dire, non, toi non plus ne me touche pas. Je n'ai rien dit de mal. Je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'oser penser cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut. Je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, mais je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir et cela va être de ma faute. Cela va encore être de ma faute. Ce ne peut pas toujours être comme ça. Ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi. Cela ne se peut pas. Je disais seulement, je voulais seulement dire, et ce n'était pas en pensant mal. Je disais seulement, je voulais seulement dire. Louis, ne pleure pas. Antoine, tu me touches, je te tue. La mère, laisse-le, Louis. Laisse-le maintenant. Catherine, il s'adresse ici à Louis. Hein. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, mais je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. Oui, je crois aussi. Alors dans le film, cette scène, elle est d'une intensité folle. Ici, elle est peut-être plus douce, plus adoucie. La tension, elle est vive, évidemment, elle est même très sensible. Euh, on va d'ailleurs l'étudier, mais elle est peut-être moins forte que dans le film. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous avez vu, et je l'ai déjà dit lors de la précédente explication de texte, que les personnages ne parlent pas de façon naturelle. Dans Juste la fin du monde, les personnages ne parlent pas de façon naturelle parce qu'on a affaire à une pièce qui se veut atypique, parce qu'on a affaire à une pièce qui se veut musicale, parce qu'on a affaire à un cantique funèbre. Bref, je vous laisse vous reporter à ce que j'ai dit lors de la précédente explication de texte. Ce texte, qui est assez long, on va le découper en 3 parties. D'abord, la première partie des lignes 1 à 10, tout simplement le déclenchement du conflit, la façon dont le conflit s'amorce. Hein. Catherine qui essaie de calmer Antoine, et Antoine qui, justement, démarre au quart de tour. Vous savez, c'est toujours comme ça un peu dans les disputes, même quand on est énervé soi-même. Quand quelqu'un vient nous dire non, mais calme-toi, généralement, ça nous énerve terriblement et on part encore plus vite. Bon, c'est exactement ce qui se passe ici. Dans la deuxième partie, on a Antoine qui va clamer son innocence. Effectivement, tout le monde trouve que Antoine est trop brutal, mais Antoine nous fait comprendre que, de son point de vue, il n'a rien fait de mal, il voulait juste rendre service. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, ça y est, on y est, la rivalité fraternelle, le conflit, la crise éclate pleinement. Je vous rappelle que dans cette pièce, on a un parcours qui est crise personnelle, crise familiale, et que précisément, ici, on assiste à une crise familiale. C'est la scène de la crise familiale. La famille implose, et cette crise familiale, elle découle directement des crises personnelles que les personnages traversent. Crise personnelle de Louis, Louis qui va mourir, crise personnelle d'Antoine, qui se sent incompris, qui se sent humilié, qui se sent rabaissé, crise personnelle de Catherine, qui n'ose jamais s'affirmer, crise personnelle de la mère, qui sent que ses enfants s'entretuent. La question qu'on va se poser pour cette explication de texte numéro 15, alors moi je me suis peut-être un peu emporté dans la formulation. Je vais vous lire la formulation telle que je l'ai notée là, et je vais la reformuler plus simplement, et si vous voulez, vous pourrez reprendre la formulation plus simple. En quoi cet extrait manifeste-t-il l'échec du langage dans sa tentative de réconcilier les individus? Lors de la précédente explication de texte, je vous avais dit que ce qu'il y a au cœur de cette pièce, l'action principale, c'est la parole. C'est le fait de parler. Donc, l'instrument privilégié de l'action, c'est le langage, la parole. Et l'espoir que les personnages portent, c'est que cette parole va être à même de les réconcilier, de renouer les liens distendus, voire coupés, les liens familiaux, distendus, voire coupés. Ici, on assiste très clairement à l'échec du langage. Les personnages n'arrivent pas à se parler, et même pire, quand les personnages se parlent, parce que c'est à peu près la seule fois où ils se parlent tous, c'est pour s'entretuer,
c'est pour s'invectiver, c'est pour se détester. Donc la formulation, elle vous semble peut-être un peu complexe. Si je la reformule plus simplement, en quoi cet extrait manifeste-t-il l'échec de la communication? D'accord? C'est aussi simple que ça. Louis, il était venu pour communiquer. Tous les personnages veulent communiquer. Et ici, on voit qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Alors, on va commencer avec la première partie. Donc, je vous rappelle le déclenchement du conflit. Ici, première partie qui se centre sur une interaction entre un mari et sa femme, Antoine et Catherine. Alors, Antoine, juste avant notre extrait, il avait crié sur sa petite sœur, Suzanne, assez violemment d'ailleurs, euh, parce que Suzanne, elle est vraiment accablée, très triste du fait que Louis soudainement parte. Parce qu'elle le trouve trop cool, son grand frère, en fait. Surtout qu'elle l'a à peine connu. Hein. Et du coup, elle est super heureuse de savoir que son grand frère ultra mystérieux, qui est un écrivain connu, dont ils ont entendu parler dans les journaux et dans la presse et à la télé, qui viennent enfin les voir. Et c'est super pour elle, c'est une star. Et elle est complètement ravagée de savoir que Louis est sur le point de partir. Et Antoine, en gros, il lui dit tais-toi, écoute, on s'en fout, c'est un abruti. Et il emploie même des mots assez grossiers à son égard. Hein. Il le traite de petite conne et ainsi de suite. Et Catherine lui dit de se calmer. Alors ici, on assiste à une interaction entre Catherine et Antoine, avec Catherine qui essaye de désamorcer le conflit et d'apaiser Antoine. Le premier élément qu'on peut relever, bien sûr, c'est le mot brutal, c'est-à-dire un reproche qui est fait à l'encontre d'Antoine. Un reproche ici à travers un adjectif épithète, brutal, qui forme une forme de blâme à l'égard d'Antoine. On a donc ici le registre épidictique qui est utilisé pour décrire Antoine, Antoine qui fait l'objet d'une forme de blâme. Il est effectivement décrit comme brutal, et tout au long de la pièce d'ailleurs, il peut apparaître comme étant brutal. Alors, cette accusation, ce reproche qui est fait à Antoine par l'entremise de sa femme Catherine, il est nuancé par l'utilisation de ce qu'on appelle des modalisateurs. Alors, des modalisateurs, ce sont les mots que vous avez là, un peu, voilà, qui sont répétés 2 fois. Remarquez que le reproche est répété 2 fois. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Les modalisateurs, ce sont des mots qui permettent de nuancer ce qu'on est en train de dire. D'accord? Donc, l'adjectif brutal, qui est un adjectif fort quand même, hein, ici, il est nuancé, il est un peu dédramatisé, il est un peu réduit dans son intensité avec le modélisateur, un peu. On voit donc que Catherine, elle essaye vraiment d'apaiser l'atmosphère. Son but, c'est certainement pas de participer au conflit, c'est certainement pas de nourrir ce duel entre les deux frères, c'est au contraire d'apaiser l'atmosphère. Alors Catherine, elle a une façon un peu particulière de parler, et cette façon un peu particulière, c'est une façon assez poétique, ce qui n'est pas surprenant parce que précisément, on a pu dire ensemble que Juste la fin du monde, c'est une pièce qui était écrite quasiment comme un poème en vers libre. Elle a une réplique qui est construite comme une sorte de chiasme. Alors, un chiasme en plus assez savant, parce qu'un chiasme qui vient créer un parallèle inversé entre 3 éléments. Alors, on a d'abord elle ne te dit rien de mal. Bref, elle ne te dit pas grand-chose, elle fait juste un petit constat, elle te fait juste une petite remarque. Elle voulait juste te faire remarquer, A et A. Tu es un peu brutal, B. Tu es un peu brutal, B. Et au cœur de ce chiasme, on a on ne peut plus rien te dire, tu ne te rends pas compte. Remarquez comment au cœur de ce chiasme, on a justement une insistance sur l'impossibilité de parler, l'impossibilité de dialoguer, l'impossibilité d'avoir une communication fructueuse qui serait à même d'apaiser l'atmosphère et de dénouer le conflit. Ce chiasme-là, il montre donc une parole qui est complètement fermée sur elle-même. Dans sa structure même, au fond, la réplique montre l'idée qu'elle cherche à mettre en avant. Par ce parallélisme inversé, au cœur duquel on trouve une insistance sur l'impossibilité de communiquer, l'auteur nous montre une parole complètement refermée sur elle-même. Alors, cette tentative de Catherine, elle va terriblement échouer. C'est ce que je vous ai dit, en fait, ça par contre c'est réaliste. Enfin, ça vous est déjà arrivé dans la vie, quelqu'un qui vous dit non mais c'est bon, calme-toi, ou quelqu'un qui nous dit non mais détends-toi, alors qu'on est énervé.
Mais bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus irritant. Et généralement, on est encore plus en colère. Voilà, c'est exactement comme ça qu'Antoine va réagir. Remarquez comment, quatrième élément, Antoine réutilise cet adjectif épithète. Il reprend le blâme qui est fait à son encontre. Il rebondit sur le reproche ensemble, en reprenant exactement l'adjectif qui est utilisé. Je suis un peu brutal, pourquoi tu dis ça? Et il utilise, pour interpeller Catherine, des questions directes. Des questions directes qui visent vraiment à interpeller Catherine et qui visent aussi à manifester l'incompréhension d'Antoine et même son indignation. Et même son indignation, parce qu'il est indigné qu'on puisse dire ça. Non seulement il est indigné qu'on puisse penser ça de lui, mais en plus, cinquième élément, il s'oppose à ce portrait qui est fait de lui. Et c'est ce qu'on remarque, du coup, avec le cinquième élément, par l'entremise de la négation qui est très présente, que ce soit à travers la négation adverbiale, ici le nom, ou bien alors à travers la négation grammaticale. Je ne suis pas brutal. Il vient complètement nier ce portrait qui est fait de lui. Tu es un peu brutal, dit Catherine. Je ne suis pas brutal, dit Antoine. Négation qui est renforcée en plus par l'adverbe de négation juste avant, non. Par contre, Antoine ne va pas en rester là. Il ne va pas faire que s'indigner et nier le portrait qui est fait de lui. Il va rebondir et du blâme qui est fait de lui, contrecarrer en proposant un blâme des autres membres de sa famille. Sixième élément, c'est au tour d'Antoine de faire un reproche. Un reproche qui n'est pas destiné qu'à Catherine, loin s'en faut, qui est destiné à tout le monde. Ce reproche, il est condensé dans un adjectif ici terrible, adjectif effectivement qui vient proposer là aussi une forme de blâme. Donc on retrouve le registre épidictique. Donc c'est un adjectif attribut, comme étaient d'ailleurs les autres. Je crois que tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai dit que c'était des épithètes. Non, hein, ce sont effectivement des adjectifs attributs, hein, attributs du sujet je ici. Et là ici, attribut du sujet vous. Les adjectifs attributs, ce sont les adjectifs qui se trouvent après des verbes d'état. Ici, hein, c'est tout simple, c'est après le verbe être. Bon. Donc, ces adjectifs permettent de créer un blâme de la famille. Et en plus, Antoine va renforcer ce conflit qui commence à naître. Il va l'installer durablement en créant une opposition entre les pronoms personnels. Vous tous s'oppose à moi. Moi contre vous tous. Et là, on a un début de conflit. Ça y est, on a une opposition entre deux camps. Moi, Antoine, le mal-aimé, vous tous, qui êtes terrible et qui êtes injuste à mon égard. Ça y est, là, le conflit est créé. Et voyez comment Catherine, à travers sa parole, à travers les mots, à travers la communication, à travers le langage, elle avait essayé d'apaiser les choses, de réconcilier tout le monde. Elle a complètement échoué. Elle a au contraire donné naissance au conflit. Tant et si bien que, et c'est la fin de l'étude de cette première partie, on a ici l'installation d'un cadre agonistique. Donc cadre, ça veut dire une scène, bon, un cadre, je n'ai pas besoin de définir, vous connaissez. Agonistique, là par contre, je pense que c'est un mot qui n'est pas forcément connu. Alors c'est un mot un peu compliqué parce qu'il est, enfin un peu compliqué dans sa formulation parce qu'il est dérivé du grec ancien. Agonistique, ça vient de agon, qui veut dire le conflit, la conflictualité, le duel. Cadre agonistique, c'est donc un cadre conflictuel, un cadre où il y a des conflits, un cadre où il y a des duels, des oppositions. Et oui, effectivement, ici, on a un cadre conflictuel qui va permettre à la crise familiale d'être représentée sur scène. On glisse vers la deuxième partie. Dans la deuxième partie, des lignes 11 à 20, Antoine clame son innocence. Antoine passe à l'attaque. Le conflit est en train de naître. On se situe complètement dans le prolongement de la réplique précédente. Je vous rappelle qu'on avait terminé la première partie avec cette opposition entre vous et moi. Eh bien ici, ça y est, cette opposition, elle est formalisée. Alors, on retrouve bien sûr le reproche qui est formulé à l'égard d'Antoine, le mot brutal qui revient de façon très fréquente dans la pièce, dans la bouche de Louis. Et Louis aussi, en fait, il va faire un peu ce qu'avait essayé de faire Catherine. Il va utiliser le langage, la communication, pour réconcilier tout le monde, pour apaiser la situation. Il reprend l'adjectif attribut, brutal, qui est un adjectif péjoratif, qui dessine donc le blâme d'Antoine.
mais il va l'associer à une négation. Non, il n'a pas été brutal, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ici, là aussi, l'adjectif attribut, il est dénié. Il est, en quelque sorte, déjoué. L'ambition de Louis étant vraiment d'apaiser la situation par l'entremise des mots. Et encore une fois, ça va échouer. La communication va échouer. D'ailleurs, remarquez que cette impossibilité qu'ont les personnages à se comprendre, ben, elle est vraiment dans la bouche de Louis, en fait. Plutôt que de simplement dire « non, il n'a pas été brutal », et d'ailleurs, la négation, elle est là aussi, j'ai oublié de la mettre, elle est là aussi, hein. Hop, hop. Plutôt que de dire tout simplement « non, il n'a pas été brutal », il rajoute « je ne comprends pas ce que vous voulez dire ». Sous-entendu, on n'arrive pas à communiquer, en fait, on ne se comprend pas. Mais enfin, au moins, il a tenté de déjouer le conflit et les dynamiques conflictuelles qui sont en train de s'installer. Sauf que, manque de chance, évidemment, ça ne marche pas. Et on retrouve là aussi des sortes de graines comment dire, de conflit. D'abord dans la parole de Louis, qui va lui aussi jouer sur l'opposition entre les pronoms. Antoine avait joué une opposition entre moi et vous. Bah, Louis, il fait pareil en fait. Je et vous. Je ne vous comprends pas. Je ne suis pas comme vous. Je contre vous. Vous voyez que tout le monde s'isole d'un côté et se met dans une forme de conflit vis-à-vis des autres. Donc là, on a déjà les graines d'un conflit qui est naissant. C'était le deuxième élément à relever. Et puis, bien sûr, le reproche beaucoup plus cash, si j'ose dire, que Antoine formule à l'égard de Louis. Un reproche qui est formulé à travers les éléments 3 et 4. On a une réplique qui est adressée à Louis, une réplique qui est portée par la ponctuation expressive et qui traduit donc un sentiment assez fort. Ici, un sentiment de colère. Louis, il est interpellé. « Oh, toi, ça va », c'est ce qui apparaît en vert ici. C'est un reproche qui est formulé très clairement à travers l'interjection « oh », qui signifie une forme de colère, voire vraiment de lassitude absolue et totale. Toi, ici, il est comme montré du doigt, ça va, ça veut dire ça suffit. Donc ici, c'est une colère qui est fortement marquée à travers cette reproche, très cadencée, cette réplique qui formule un reproche, très cadencée en plus en 3 temps. « Oh, toi, ça va ». Et en plus, pour cerise sur le gâteau, 4e temps et 4e élément à repérer dans la deuxième partie, une expression allégorique, la bonté même, une expression allégorique qui est bien sûr ici ironique. C'est une antiphrase. Antoine ne pense pas un seul instant que Louis incarne la bonté. Bien au contraire, il pense que Louis est un être égoïste dont les actes sont profondément mortifères. Bon. Donc ça y est, là le conflit éclate. Vous voyez que les personnages tentent de déjouer le conflit et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Antoine ne rentre pas dans le jeu. Et même Louis commence à s'isoler sur le côté et à dire « mais je ne suis pas comme vous ». Alors, on avance. Catherine, elle, ne dit plus qu'un mot. Antoine, qu'elle murmure presque dans une forme d'aveu, d'impuissance et d'échec, où elle se dit « ok, bah c'est bon, c'est mort, il part au quart de tour, je ne peux plus rien faire ». Et Antoine, 5e élément, il manifeste une attitude hostile qui n'est plus simplement verbale. Là, on entre dans une forme de crescendo. D'abord, il s'invective à travers les mots, mais là, c'est une attitude hostile qui n'est plus simplement verbale, elle est aussi gestuelle. Et là, du coup, à chaque fois qu'on étudie une pièce de théâtre, il faut essayer de s'imaginer comment la pièce est représentée. Ici, 5e élément, on a une didascalie interne. La didascalie interne, vous en avez la définition dans la séance 1. Ce sont des didascalies, c'est-à-dire des indications de mise en scène, de gestes, de jeux et ainsi de suite, qui se trouvent dans les répliques même des personnages, à différencier des didascalies externes qui se trouvent en dehors des répliques des personnages et qui sont souvent indiquées entre parenthèses et en italique. Alors, quand on étudie un texte de théâtre, il faut toujours regarder les didascalies, qu'elles soient externes ou internes. Les didascalies, elles sont à commenter, elles font partie du texte et elles nous permettent véritablement de mieux comprendre le texte théâtral. Ici, cette didascalie interne, elle témoigne d'un geste certainement de recul, en tout cas un geste hostile. Je n'ai rien, ne me touche pas. D'accord ? Donc aussi, on s'imagine qu'il rejette Catherine, qu'il a une forme vraiment
de mouvements assez agressifs à son égard. Encore une fois, l'utilisation par ailleurs de la négation, qui montre la négativité qui devient de plus en plus présente dans cette scène. Et vous remarquerez, si vous tombez sur ce texte, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une question sur la négation, parce qu'il y en a vraiment partout des négations. N'ai rien, ne me touche pas, je ne voulais rien, rien faire de mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, je passe. Du coup, le conflit, ça y est, bien installé, et on connaît un crescendo, c'est plus simplement un conflit à travers les mots, puisque les mots ont complètement échoué, ça va être aussi un conflit à travers les corps, à travers les gestes. Alors, Antoine, il va essayer, non pas tout de suite en réalité, d'aller au conflit gestuel, corporel, physique. Il veut avant tout clamer son innocence. Ce qui importe à Antoine, c'est d'essayer de faire comprendre aux autres pourquoi il agit comme ça. Parce qu'Antoine, il se sent complètement incompris. Il n'est pas brutal. C'est quelqu'un qui est fatigué parce que depuis toujours, il a dû assumer toutes les responsabilités de la famille. Il en veut beaucoup à Louis de ne pas avoir joué son rôle de grand frère. Et dès qu'il essaie de faire la moindre chose, Antoine, il se sent incompris. Et effectivement, il est indigné du fait qu'on puisse lui prêter des intentions néfastes. Ici, du coup, en rose, on remarquera l'anaphore qui permet à Antoine de clamer son innocence. Je ne voulais rien faire de mal, je ne voulais rien faire de mal, avec cette double répétition de la négation grammaticale en l'état, ne rien, qui permet véritablement de dissocier l'intention de l'acte. Antoine voulait faire quelque chose de bien, rendre service, accompagner son frère à l'aéroport. Peut-être que dans les conséquences, les autres ont pu percevoir que la chose était brutale. Parce que quand il dit ça, tout le monde se dit mais pourquoi tu vas dans le sens de Louis? Non, Louis reste ici. Et on a l'impression qu'Antoine, en fait, il veut foutre à la porte Louis dehors. Ce qui n'était pas l'intention d'Antoine. Et ce qu'il rappelle ici, il clame son innocence. D'ailleurs, pour bien marquer cette dissociation entre l'intention, ce que je veux faire, et l'acte, ce qui est fait, et ce qui est fait tel que vous le percevez, on observe une antithèse entre mal et bien. Il faut toujours que je fasse mal, cela me semblait bien. Moi, j'ai une intention qui est bénéfique, qui est bonne, je veux rendre service, je veux faire du bien, mais vous, quand vous regardez mon acte, vous me dites que c'est mal. Et cette antithèse entre l'intention et l'acte, elle est là vraiment pour clamer l'innocence d'Antoine. Elle est là aussi pour mettre le doigt sur quelque chose. Antoine, qu'est-ce qu'il dit ici? Personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Et dès que j'essaye de vous expliquer à travers mes mots ce que je veux faire, vous comprenez tout de travers. Échec du langage à réconcilier les individus. Vous voyez comment la problématique, elle est vraiment centrée sur ce qu'il y a au cœur de cet extrait. Alors, justement, je vous disais échec du langage, on observe un polyptote léger mais quand même sensible, c'est le 8e élément à repérer dans la deuxième partie, autour du verbe dire. Je disais seulement, je voulais juste dire, dire disait, je vous rappelle polyptote, répétition avec variation. Ici, ça montre simplement l'échec de la parole. En fait, Antoine, il a juste voulu prononcer une petite phrase qui devait être perçue comme un acte généreux. Je veux rendre service, t'inquiète pas, je vais te raccompagner à l'aéroport. Mais ça a été mal perçu. Ça a été perçu comme un acte agressif. Et enfin, l'épanorthose, qui est très présente. Ah oui, il y a une deuxième antithèse d'ailleurs, effectivement, qui apparaît avant d'arriver à l'épanorthose. Pardonnez-moi, j'ai sauté une étape, je suis allé à la 10 alors qu'il y a la 9 à bien noter. Louis, par contre, Antoine, il se contredit un peu. Donc, effectivement, il y a la dissociation entre l'acte et l'intention. C'était la première antithèse. On a une deuxième antithèse. Je ne voulais rien de mal, mais il faut toujours que je fasse mal. Qui montre que, en fait, Antoine se contredit. Lui-même, il n'est pas au clair, en fait, dans sa tête. Et il ne sait jamais ce qu'il veut, il ne comprend pas ce qu'il veut faire. Et il a bien du mal à faire comprendre aux autres ce qu'il veut faire. Là encore, il y a une forme d'échec dans la communication. On en arrive enfin à l'épanorthose. Alors, l'épanorthose, je vous rappelle que c'est cette figure de style, voilà, ça s'écrit comme ça, épanorthose, avec un accent sur le E, accent aigu. L'épanorthose, c'est cette figure de style dont je vous ai parlé lors de la précédente explication de texte. C'est la figure de style capitale dans Juste la fin du monde. C'est une figure de style qui consiste à s'auto-corriger. Et ici, c'est exactement ce à quoi on insiste. Je disais seulement, cela me semblait bien, ce que je voulais juste dire. Vous voyez, il essaie toujours de se corriger. Il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semblait bien, ce que je voulais juste dire.
Il s'auto-corrige en permanence, il vient toujours essayer de nuancer la phrase précédente. Alors, c'est des épanorthoses un peu légères ici, parce que pour être franc, les épanorthoses, elles sont beaucoup plus sensibles dans d'autres extraits de la pièce et dans le film aussi. Le personnage de Catherine, c'est un personnage qui vraiment utilise des épanorthoses en boucle. Et si on a l'occasion de voir un extrait en cours, c'est un personnage, à mon avis, qui va vous agacer dans sa manière de parler, parce qu'elle n'arrête pas de s'auto-corriger en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle revient en permanence sur ce qu'elle dit. Mais vous voyez que c'est un peu ce que fait Antoine ici. Antoine, il revient toujours sur ce qu'il dit. Je ne voulais rien faire de mal, je ne voulais rien faire de mal, il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semblait bien, ce que je voulais juste dire. Oui, c'est une parole qui tourne en rond, en fait, on n'avance pas, parce que les personnages, ils passent leur temps à revenir sur ce qu'ils sont en train de dire pour essayer de trouver le mot juste. Mais qu'est-ce que ça montre? La difficulté à communiquer. D'accord? Donc ce 10e élément, l'épanorthose, souligne évidemment la difficulté à communiquer. Allez, on glisse vers la dernière partie, qui est très clairement la plus longue. La 3e partie, ça y est, la rivalité fraternelle éclate. Elle éclate pleinement avec cette attitude hostile qui est bien marquée dès la première ligne de cette 3e partie. Alors, on retrouve des éléments qu'on a déjà identifiés lors des précédentes parties, donc je réutilise le même code couleur. D'abord, en bleu marine clair, une attitude hostile qui est manifestée par la didascalie interne. Toi non plus ne me touche pas, d'accord? Donc, c'est une sorte d'écho à la réplique qu'Antoine avait déjà pu prononcer à l'égard de Catherine, sa femme. Ici, c'est une réplique qui est adressée à Louis, son grand frère. Toi non plus ne me touche pas. Donc, on imagine là encore un geste un peu agressif, un geste de rejet. Peut-être qu'il le pousse du bras, peut-être qu'il le pousse au loin, peut-être qu'il le menace. Et deuxième élément, en bleu ciel, une opposition entre les pronoms personnels, toi et moi. D'accord? Une opposition très nette qui dessine bien un cadre agonistique, c'est-à-dire un cadre conflictuel. Alors, dans cette partie, on a une isotopie qui est très marquée, c'est l'isotopie qui apparaît ici en vert, un vert différent de celui de la deuxième partie. Je ne savais pas comment caractériser ce vert, mais il est vraiment différent, je vous assure. C'est l'isotopie de la moralité. On a beaucoup de mots qui font référence à la morale. Mal, mauvais, bien, juste, bien, mal, juste. Ici, Antoine, il se dépeint comme la victime d'une injustice. C'est le moment pour lui, au fond, d'essayer de dire tout ce qu'il n'a jamais pu dire. Lui qui a toujours encaissé en se taisant, il va enfin pouvoir parler et dire ce qu'il a sur le cœur. Je suis victime d'une terrible injustice. Je me tais depuis toujours, personne ne me comprend, je veux bien faire et vous percevez toujours ce que je suis en train de faire comme quelque chose de mal. Remarquez aussi qu'on a là une sorte d'ironie tragique parce que c'est Louis normalement qui doit parler durant le déjeuner de famille. Et c'est Antoine qui prend la parole. Et peut-être que c'est ça aussi, ce que je serais amené à dire plus tard, la grandeur, parce qu'on va s'interroger sur un élément essentiel. Bon, je spoil, mais en fait, Louis va partir de sa famille à la fin de la journée sans avoir rien dit. Il n'annoncera jamais à sa famille pourquoi il est parti. Alors, il y a deux réactions à cela, en fait. On peut se dire, il n'a rien dit parce que c'est un lâche. Donc, on a une perception un peu péjorative de l'acte de Louis. C'est un lâche, il a peur, il n'a pas osé, il n'a pas eu le cran. Il n'a pas eu le cran, il n'a pas osé affronter tous les membres de sa famille, ce qui du reste peut être compréhensible. Parce que quand on s'en prend plein la tête toute la journée, en fait, on se dit non mais laisse tomber, c'est pas grave, c'était une erreur, je me suis trompé. Ou bien alors, peut-être que Louis, en fait, il se sacrifie. Louis, c'est celui qui avait quelque chose de très fort à annoncer. Et quand il vient dans sa famille, il se rend compte que tout le monde a besoin de parler, que tout le monde souffre et que tout le monde doit annoncer quelque chose. La mère doit annoncer sa souffrance. La petite sœur doit annoncer sa souffrance. Antoine l'a compris, Antoine qui se tait, doit annoncer sa souffrance aussi. C'est le moment pour eux tous de parler. Et peut-être que Louis qui devait parler, qui se tait tout au long de la pièce en définitive, et remarquez comment il parle très très peu ici. Il parle très très peu. Peut-être qu'il se sacrifie en fait. Il se tait par respect à l'égard des membres de sa famille. Pour pas donner l'impression que ouais, ok, vous souffrez, mais moi c'est pire quand même. Moi je vais mourir. Il se tait dans un sacrifice extrêmement solennel, extrêmement noble. Et là, on a une perception extrêmement méliorative de ce silence que s'impose Louis. Bon, en tout cas,
Pour revenir à notre extrait, ici, Antoine, il balance. Il y va, c'est son moment. Il annonce, il dit, je reprends exprès les mots du prologue, il dit ce qu'il a sur le cœur. Et ce qu'il a sur le cœur, c'est qu'il est victime d'une terrible injustice depuis toujours. Parallèlement à cette isotopie de la moralité, on a, quatrième élément à repérer dans cet extrait, le thème du bouc émissaire. Vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Le bouc émissaire, vous le savez, c'est celui qui prend pour tout le monde. Et ici, Antoine, il s'associe précisément à cette figure du bouc émissaire. Il s'associe même explicitement à la chose au moyen de la comparaison perceptible à travers l'outil de comparaison extrêmement traditionnel comme. Donc ici, effectivement, Antoine, c'est son grand moment. Il dit ce qu'il a sur le cœur. Je suis victime d'une injustice et je suis le bouc émissaire. On avance. Et ce conflit, qui n'est pas oublié, il est de nouveau présent à travers ce qu'on a déjà fréquemment noté. Je réutilise donc la même couleur. C'est le cinquième élément, l'opposition entre les pronoms personnels. Remarquez comment Antoine il tient à avoir ce conflit avec Louis. Il tient à s'opposer à Louis. Il ne s'agit pas simplement pour lui de parler, il s'agit de faire réagir tout le monde. Ce duel, ce conflit, il est perceptible à travers ici l'opposition entre les pronoms personnels. Je, moi, Antoine, et il, Louis. Alors, il, en plus, c'est beaucoup plus... c'est pas anodin, en fait, d'utiliser la troisième personne du singulier. Pourquoi ? Parce que ça crée une distance supplémentaire entre Antoine et Louis. Là, il le tutoie, il le désigne directement. Là, on dirait qu'il est plus présent. Et pourtant, il est juste à côté. Vous savez, quand quelqu'un parle de vous, alors que vous êtes là, mais à la troisième personne, on a l'impression de se sentir exclu, en fait. C'est exactement ce qu'il fait Antoine ici. Il exclut Louis. Il instaure une grande distance entre Louis et lui par l'intermédiaire du pronom personnel « il ». Toujours dans ce conflit, on a une isotopie qui va justement mettre porter le couteau dans la plaie, c'est l'isotopie de la faute, qui instaure ici un registre tragique en somme. Antoine est toujours perçu comme celui qui faute, qui a fait une faute, alors que ce n'est pas le cas. C'est Louis le responsable. Je me suis trompé, cela va être de ma faute, cela va encore être de ma faute, ce n'est pas une chose juste, raison contre moi. L'isotopie de la faute ici, la faute qui a un grand thème tragique, parce qu'on considère souvent que le héros tragique, son destin est dû à une faute qui a été commise soit par lui, soit par ses parents ou quelqu'un dans sa lignée généalogique. Donc, le fait qu'il y ait autant d'insistance sur le mot faute, qui est répété à 2 reprises, ce n'est pas anodin. Ça vient vraiment renforcer le caractère tragique. Et cette faute, en plus, c'est Antoine qui s'en empare pour dire « Vous avez toujours l'impression que c'est moi qui fais des fautes, mais en fait, c'est de sa faute à lui, à Louis, pas à moi. » Et du coup, ça renforce bien sûr le caractère tragique du héros qui est Louis. J'avance et ici, en souligné, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. En fait, Antoine, il a beau parler, comme pour se délivrer, comme dans un grand moment de catharsis. La catharsis au théâtre, c'est ce moment de purgation des passions, de libération, quand on sort hors de soi tous les sentiments négatifs qu'on a. En fait, ce discours qui devait être un grand moment solennel, un moment où Antoine dit tout ce qu'il a sur le cœur, où enfin il peut parler, en fait, ça échoue. Ça tombe à plat, ça tourne en rond, et Antoine, il est prisonnier de ses propres mots. La communication ne lui permet même pas de se réconcilier avec lui-même. Ça aurait pu être bien qu'Antoine, au moins, se réconcilie avec lui-même. Il parle, il dit ce qu'il a sur le cœur et ça fait du bien, je me sens plus calme. Mais non, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Regardez ici. Je disais seulement, je voulais seulement dire, je disais seulement, je voulais seulement dire. Parallélisme de construction ici, 2 fois les mêmes propositions, 2 fois les mêmes constructions, qui montrent bien qu'Antoine, il est complètement prisonnier de ses propres mots. Il veut dire quelque chose, mais ça ne sort pas vraiment, ça ne sort pas complètement.
Et en plus, petite figure de style, j'arrive plus à souvenir si je vous en ai déjà parlé, c'est le 8e élément à repérer dans ce passage, on arrive à la fin, je vous rassure, les points de suspension, l'aposiopèse. Alors l'aposiopèse, c'est écrit ici, là, c'est écrit en plus grand ici, voilà. L'aposiopèse, c'est quand vous avez une phrase, une réplique, n'importe quelle phrase au fond, qui s'interrompt au milieu. C'est quand un personnage parle et ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est perceptible à travers un signe typographique, les points de suspension. Quand on a des points de suspension, on a affaire à une aposiopèse. Parce que très souvent, c'est le personnage qui s'interrompt lui-même. Et là, regardez, c'est exactement ça. Je disais seulement, je voulais seulement dire. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit, Louis, juste après? Ne pleure pas. Bref, Antoine, en fait, il finit par pleurer. Ça devait être un grand moment de libération, ça devait être un grand moment de colère. En fait, il sombre dans les pleurs parce qu'il n'arrive même pas à dire ce qu'il a sur le cœur. Il n'y arrive pas. Et cette aposiopèse, c'est-à-dire le fait que le personnage s'interrompt dans son discours, bah, ça signe l'échec de la communication et l'impossibilité de communiquer. Louis réagit, ne pleure pas. Remarquons que Louis ne parle pas, je l'ai déjà dit, il parle très peu. Il a des répliques qui tiennent en 3 mots à chaque fois. Louis ne pleure pas, je crois aussi. Et un tout petit peu avant, non, tu n'as pas été brutal, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il faut toujours faire attention à la répartition de la parole dans une pièce de théâtre. C'est jamais fait, c'est jamais laissé au hasard. Normalement, celui qui parle le plus, c'est celui qui domine la scène. Ici, c'est Louis le héros dans cette scène, dans cette pièce de théâtre, et même dans cette scène. Et pourtant, c'est celui qui parle jamais. Et ici, qui parle le plus? Antoine. Antoine. Vous voyez comment déjà Louis se sacrifie pour faire des autres membres de sa famille des héros. Et lui, resté complètement en retrait. Il fait presque de la figuration, Louis, en fait. Il se mure dans un silence, mais un silence qui n'est pas un silence de dédain, un silence qui est celui de l'écoute. Et ici, il a un geste très, très bienveillant, au fond, un geste de grand frère. Ne pleure pas. Là aussi, il faut fermer les yeux, imaginer la représentation. Qu'est-ce qu'il peut faire l'acteur? Qu'est-ce qu'il peut faire le comédien? Se rapprocher d'Antoine, lui mettre la main sur l'épaule, peut-être même le prendre dans ses bras. Mais comment réagit Antoine? Bien sûr, la colère l'emporte. Et 9e élément à relever, la syndète. Je vous rappelle que la syndète, c'est l'inverse de la polysyndète. C'est quand on a des morceaux de phrases, des phrases qui n'utilisent aucune conjonction de coordination là où on aurait pu en attendre. Et ben c'est le cas ici. Tu me touches, 2 points, je te tue. Vous voyez à quel point c'est direct? Vous voyez à quel point le rythme est rapide? Vous voyez à quel point la réplique est percutante, lapidaire, pour reprendre un mot qu'on a déjà vu. Tu me touches, 2 points, conséquence immédiate, je te tue. Je te tue, évidemment, en plus, hyperbole. Tu me touches, geste anodin, je te tue, hyperbole. Geste anodin, geste extraordinaire, en plus, antithèse. Vous voyez comment les réactions d'Antoine, elles sont démesurées. Et du coup, vous voyez que Louis, en fait, il n'est pas le seul à traverser une crise personnelle. On a affaire à plein de personnages qui sont dans des crises personnelles, et Antoine notamment. Alors, là, on a l'échec total de la communication. D'accord? Les 2 frères se sont affrontés, en viennent aux mains, quasiment. Tu me touches, je te tue. C'est l'échec total du langage. C'est fini, on ne peut plus parler. C'est la menace physique, la menace mortelle. La mère prend le relais. La mère vient, dans son rôle de matriarche, de chef de famille, donner un ordre. Laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. Une anaphore qui utilise l'impératif, donc un ordre, vraiment, elle est dans son rôle de chef de famille, et qui insiste sur la nécessité de séparer les 2 frères. Remarquez comment, paradoxalement, cet ordre il est destiné à Louis. Louis qui a un geste bienveillant, on lui dit d'arrêter. Alors, de façon réaliste, c'est normal en fait. Celui qui est en colère, il est beaucoup plus dur à calmer que celui qui est déjà calme en fait. Mais de façon un peu plus symbolique, ce n'est pas anodin. Vous voyez comment tout est fait pour que Louis soit rejeté, qu'il ne puisse jamais tenir ce rôle qu'il veut tenir, celui du grand frère, celui qu'il tente de tenir quand même. Laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. Donc la mère, hop, elle sépare les frères, elle met Louis de côté, et puis on va aller un peu plus loin, et on arrive à la toute fin.
Catherine qui avait ouvert cette scène, qui vient la fermer quasiment, qui vient la fermer de façon terrible. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. 11e élément à repérer ici, le polyptote. Le polyptote autour du verbe partir, qui annonce l'échec de Louis. Louis doit partir. Louis avait déjà dit « je dois partir », les autres ne comprenaient pas, mais maintenant les autres membres de sa famille lui disent « en fait, tu dois partir, tu ne peux pas rester là, tu nous fais trop de mal, tu fais tout exploser. C'est toi qui crée cette crise familiale, pars loin. » Louis, qui était venu pour annoncer sa mort, prochaine et irrémédiable, doit partir sans avoir pu rien dire. Vous voyez à quel point on est dans la tragédie? Vous voyez à quel point, dans le prologue, on nous avait dit « ça va être très dur de parler ». À quel point le héros était lucide quant à son destin. Eh bien, remarquez que ce destin se produit ici. Il doit partir sans avoir rien pu dire. On termine très rapidement avec la dernière remarque. Toujours cette façon que Catherine a de parler, des répliques très construites, sous forme de chiasme. Ici, c'est vraiment le cas. Hein. Je voudrais que vous partiez à, mais vous devriez partir à, donc l'idée de départ. Donc un rejet, un rejet. Je vous prie de m'excuser, B, tentative d'apaiser les choses, d'arrondir les angles. Je ne vous veux aucun mal, B, pareil, tentative d'arranger les choses, d'arrondir les angles. Et ce chiasme, il est là pour montrer que la parole, elle est enfermée sur elle-même. Les personnages n'arrivent pas à communiquer. Ils sont tous enfermés les uns contre les uns ils sont tous enfermés en eux-mêmes, je vais y arriver. Ils sont comme des bulles qui jamais ne peuvent se rencontrer, qui jamais ne peuvent communiquer. Et la réplique finale de Louis, elle est terrible. Elle scelle son destin. Que dit Louis? Ça pourrait être le moment de parler là. L'heure est grave. Je crois aussi 3 mots et c'est fini. Voilà pour cette explication de texte numéro 15, durant laquelle nous avons pu voir à quel point le langage, dont on pouvait espérer qu'il puisse permettre à tous les membres de cette famille de se réconcilier, de permettre de résoudre la crise personnelle que rencontre Louis, qui doit annoncer sa mort, mais aussi de résoudre les crises personnelles que rencontrent les autres personnages, ce qu'on mesure au fur et à mesure de la pièce. Chaque personnage a une crise personnelle, et de résoudre, en définitive, la crise familiale. Eh bien, ici, on mesure bien son échec total. La communication échoue, les mots n'arrivent pas à réconcilier les personnages, et Louis doit partir sans avoir pu rien dire. Voilà donc pour cette explication de texte. Je vous souhaite une excellente journée et bon courage pour vos révisions.